Arrestation de Matata Pognon, l'homme s'est justifié et lance un message très fort à ses détracteurs. L'ancien Premier ministre et l'homme de macroéconomique dit qu'il ne jurait pas au quotidien l'affaire Boukangalonzo. Il y avait une société privée qui s'en occupait. Et des deux, il crache aussi également sur ses détracteurs en disant qu'il avait laissé Congo Airways, Transco. Fort malheureusement, ces appareils aujourd'hui sont tombés en panne ou ces entreprises sont en faillite. Donc, mauvaise gestion. Ça, c'est une thématique. La deuxième, bien sûr, on va analyser toutes les questions d'actualité. C'est la première question. La deuxième question d'actualité, c'est le revirement à 100 degrés de Roger Lumbala, qui était kabyliste hier. Aujourd'hui, il revient encore à ses anciens amours. Lumbala a mangé quoi avec sa nouvelle base? Ça, c'est deux. Du 3, nous allons parler de l'enquête que réclame le FCC concernant le pseudo-ministre au niveau de Kingabois. 3, 4, on va encore parler d'autres choses. Restez toujours avec nous. Bienvenue dans votre émission. Qu'en pensez-vous? Je reçois pour vous Ben Bryant. Il est des moments citoyens. Ben Bryant, bonjour. Bonjour Monsieur Stéphane. Encore une fois, merci de l'invitation. Merci. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va. Ça va. Dieu fait grâce. Oui. Très bien. Première question. Matata Pognon, c'est comme je viens de le dire. C'est quoi votre réaction? Écoutez, on ne devrait pas avoir peur de se mettre à la disposition de la justice lorsqu'on estime qu'on n'a rien fait de mauvais. C'est comme quelqu'un qui a de l'or pur. Il n'a pas peur de l'épreuve du feu. Lorsque vous avez de l'or pur, vous pouvez le mettre à épreuve. C'est-à-dire que vous pouvez les tester par le feu parce que vous savez que vous avez de l'or pur. Lorsqu'il y a une situation comme celle qui se passe actuellement, il y a une clameur publique. Environ 2 millions de dollars sont allés en vrille. L'argent du pays a été gaspillé dans un projet pourtant important. L'autonomisation de notre nation en termes d'agriculture. Nous importons tout de l'extérieur. Il fallait mettre fin à cela. Et le projet Boukangalonzo a vu le jour. Le parc agroalimentaire de Boukangalonzo a vu le jour. Malheureusement, ce parc n'a pas duré. Ce projet n'a pas fait long feu. Et il y a une personne qui était responsable en ce moment-là, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, qui gère le pays au quotidien avec son gouvernement. Le Premier ministre qui a lancé ces projets ambitieux du parc agroalimentaire de Boukangalonzo s'appelle Augustin Matata Pognon. Et lorsque les choses vont mal après, il faut bien qu'on pose la question à une personne. Et cette personne peut aussi être, ou doit aussi être, le Premier ministre. Même si il y a peut-être un ministre de l'Agriculture, il y a peut-être un ministre du Développement rural, et tout ça c'est une chaîne. Mais dans tout le cas, Matata Pognon n'est pas à exclure dans cette histoire. S'il y a une enquête à mener, Matata Pognon est l'une des personnes qui doivent être approchées, qui doivent être invitées par la justice. Et de ce point de vue-là, je ne vois pas pourquoi on devrait avoir peur de répondre à la justice ou de répondre à l'invitation de la justice ou de répondre, n'est-ce pas, de fournir des explications si nécessaires à la justice congolaise. Et donc, en tant que Premier ministre de l'époque, chef du gouvernement, Matata Pognon a beaucoup à nous dire sur ce projet ambitieux de Boukangalonzo. Il faut rappeler quand même qu'il y a des balinaires qui ne fonctionnent pas puisqu'on a pris le moteur tout neuf qu'on est allé le mettre dans des balinaires privés. Il y a des tracteurs qui ne fonctionnent pas parce que ça a été soit des engins, comment on dit ça, des pièces importantes ont été prises pour aller mettre sur des engins privés. Il y a eu mégestion. Il y a eu gestion catastrophique du parc agroalimentaire de Boukangalonzo. Et pour cela, il faut bien que quelqu'un réponde. Cette personne, ou ça peut être une personne ou des personnes. Parce que vous vous rendez bien compte que dans un projet comme celui-là, ça ne peut pas être sous la responsabilité d'une seule personne. Et donc la chaîne peut être longue. Et dans tout le cas, cette chaîne-là ne peut pas manquer à contenir M. Matata Pognon. Matata Pognon nous parle d'une campagne qui cherche à noircir son bilan qu'il juge positif. Écoutez,
Barack Obama disait que l'Afrique a besoin des institutions fortes, mais pas des personnes fortes. Aujourd'hui, le bilan de Matata Mponyo, on peut les juger positifs sur base de quoi? Parce que le bilan, vous dites que c'est le bilan. C'est-à-dire que le bilan, on l'évalue après mandat. Lorsque vous avez fini de travailler, on commence maintenant à évaluer. Ce bilan peut être apparemment positif. Je suis ici dans la théorie de l'apparence. Le bilan peut être apparemment, peut être positif de manière nominale, mais dans le fait. C'est un peu comme on nous parlait ici de la croissance économique à 2 chiffres. Tout économiste rodé sait que cette croissance économique était nominale. Le PIB que l'on nous a vendu, que l'on nous a présenté, était de PIB nominal, mais pas réel. Parce que dans le fait, la croissance à 2 chiffres qu'on nous a présenté n'était que nominale. Dans le fait, la production ne suivait pas avec. Et donc, il faut bien que l'on sache, lorsque nous disons que le bilan est positif, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le fait d'avoir lancé de projets qui n'aboutissent pas finalement, est-ce que cela veut dire que le bilan est positif? Est-ce que le fait d'avoir lancé certaines compagnies de transport aérien ou transport urbain, ici sur Kinshasa, je fais allusion à Transco, Congo Airways parce que vous en avez parlé, est-ce que c'est simplement ça, le fait de lancer ce projet-là veut dire que votre bilan est positif? Non. Mais elle dit que des sociétés-là sont tombées aujourd'hui en faillite à cause de la mégestion. Justement, peut-être que si elles sont tombées en faillite, c'est parce que le projet n'a pas été bien réfléchi. Est-ce que vous savez que les avions de Congo Airways sont de vieux appareils? Et c'est Matata Mponyo qui les a payés. Et à quel prix? Puisqu'il veut qu'on en mette ça dans son compte, il faut qu'il nous dise comment il a fait pour payer de vieux appareils comme ça à de prix aussi exorbitants. On en a parlé, les appareils qu'on a appelés Laurent Désiré Kabila, Kim Panvita, tout ça. Ouais. On connaît le prix de ces appareils-là, on en a parlé dans le temps. Ce sont des vieux appareils qui, dans certains espaces aériens, ne peuvent plus sillonner. Vous savez que ces avions-là ne peuvent plus sillonner l'espace européen, par exemple, puisque jugés trop vieux. Ah voilà. Donc Matata Mponyo a mis en risque, bien sûr, en danger la vie des Congolais. Vous savez combien de ces appareils ne volent plus? Est-ce que vous savez combien... Comment tous les appareils ne volent plus? Pas tous. C'est cette histoire-là qu'on a appelée Anouarite, je crois. Kim Panvita, je crois. C'est quelque part dans la brousse, là-bas, on en a vu des images. On sait, c'est cloué au sol qui ne décolle plus. Cette compagnie Transco n'a plus que 2 appareils. Encore que, bon, l'autre là... Hein? Mais Transco, on nous avait parlé de plus de 500 bus. Hein? On nous a parlé de plus de 500 bus. Encore une fois, c'était nominal. Mais très bien. Qu'est-ce qu'est devenu Transco aujourd'hui? Mauvaise gestion. Mauvaise gestion de qui? Parce que le leadership fort que lui-même a toujours prôné n'est pas là. Ah bon? Donc, il avait le leadership fort sur Transco et il n'avait pas le leadership fort sur le projet de Bukangalozo. Vous voyez à quel point c'est incongru tout ça. Quelqu'un qui vous dit, c'est moi. Quand c'est bien, c'est moi. Si c'est Transco, c'est moi. Quand c'est Congo Airways, c'est moi. Mais quand c'est Bukangalozo, puisque ça n'a pas marché, là, c'est pas moi. Vous vous rendez compte de l'irresponsabilité? Il faut que dans ce pays, des gens apprennent à prendre leurs responsabilités et apprennent à être redevables vis-à-vis de la nation. Pourquoi Bukangalozo, on ne doit pas lui poser à lui la question, et Congo Airways, on doit lui poser la question puisque ça avait bien marché? Mais puisqu'on parle de Congo Airways, j'ai fait ici allusion à ces vieux appareils, qu'ils nous disent pourquoi, alors que nos concurrents directs, Rwandair ici à côté, ils payent des appareils tout neufs, qu'ils commandent directement chez Airbus. Pourquoi nous étions obligés d'aller ramasser, je dis ramasser parce que des vieux appareils qu'on a repeints pour nous. Qu'on a repeints. Vous utilisez le bon mot, qu'on a repeint. Et qu'on n'a même pas pu remettre à neuf, qu'on a repeint. Et on nous a amenés ici pour nous faire du tape à l'œil. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, on parle de Transco à Kinshasa. Il faut deux fois avoir honte quand on veut dire aux gens que mon bilan est positif. Les transports urbains dans 2 pays avoisinants en Afrique, les transports urbains, ça n'a rien de comparable à ce qu'on voit chez Transco. Je peux vous le dire, il y a de particuliers ici à Kinshasa qui ont des sociétés de transport bien organisées que ce Transco-là que vous voyez. Je peux vous citer des noms, il y a des transports très bien organisés qui, avec plus de bus que Transco,
Mais Transco, à un moment donné, avait des gestionnaires blancs. Ils sont partis où? Bon, mais écoutez, encore là, il faut bien se poser la question. Comment on a fait pour mettre un blanc, le Français qui a géré le transport urbain au Maroc à un moment? Ce monsieur-là qui a géré le transport à Marseille était aussi le DG de Transco à Kinshasa. On se posait la question, comment est-ce qu'il a pu obtenir ce poste-là? Aujourd'hui, la personne qui gère Transco au quotidien, c'est quelqu'un que je connais bien, monsieur Blackson, Bonny. Je connais sa rigueur dans le travail, je connais aussi son expérience. Mais le fait est que cette compagnie-là n'avait pas de soubassement. Cette compagnie-là n'avait pas de frais de fonctionnement à sa disposition. Vous savez que Transco est une société prise en charge par l'État, subventionnée par l'État. Dans le fait que le transport, le prix du transport pour Transco est unique et le même, peu importe la distance, peu importe le nombre de personnes à bord et tout ça. Et cette subvention de l'État ne suit pas. Quel a été le projet de Matata Mponyo? Puisqu'il était Premier ministre, il n'était pas Matata Mponyo, il était Premier ministre chef du gouvernement. Et on connaît très bien ce que ça veut dire, la continuité des affaires de l'État. Quel a été le projet de décaissement? Quel a été le projet pour Transco sur une longue durée? Ici, on nous a lancé un projet pour faire du tape à l'œil, pour bouffer un peu les dividendes sur le projet, mais jamais à long terme. Rien n'était prévu à long terme. Le long terme n'était pas au rendez-vous. Et donc, je pense que c'est hasardeux. C'est même honteux. J'ai envie de dire, c'est presque aberrant d'entendre cette autosatisfaction de Matata Mponyo que de dire que son bilan était positif. Il y a quand même de quoi tomber de sa chaise. Moi, je ne peux pas croire qu'on ait construit un château de cartes et qu'on dise après que le bilan était positif. Vous nous laissez un cadre macroéconomique plus ou moins stable, encore que j'ai dit apparemment stable, mais ce cadre macroéconomique stable ne peut pas tenir 2 ans. C'est un château de cartes qu'on nous a construit. Très bien. On a construit sur du sable mouvant. Et on ne peut pas venir dire aux Congolais que son bilan était positif lorsqu'on a fait des choses comme ça. Il faut rappeler quand même qu'en termes de stabilité, Matata Mponyo est le premier ministre de toute l'histoire de la RDC qui a mis plus de temps à la tête du gouvernement. Sur presque une seule période linéaire. 4 ans, c'est tout un mandat. Il y a 2 pays africains qui ont 4 ans de mandat pour un président de la République. A-t-il créé beaucoup d'emplois aux jeunes? On se pose bien la question. Il faut lui poser cette question-là. J'ai entendu quelqu'un raconter qu'il a construit 700 écoles, des choses comme ça. Oui, lui-même aussi a parlé de 700 écoles. Où sont ces 700 écoles? Tout ce qu'on retiendra de Matata Mponyo, c'est son université, l'université Mapon, pour lesquelles le Congolais n'ont jamais eu de réponse assez claire sur le financement de cette université. On nous parle d'il y a des institutions d'autres pays on aurait bien voulu que ça soit rendu public. Qui ont soutenu ça. On aurait bien voulu que ça soit rendu public, qu'il y ait le nom de toutes ces personnes-là et qu'on nous montre par exemple les extraits de compte, les extraits de versement. On aurait bien voulu. Il y a à boire et à manger dans cette histoire. Et moi, je ne pense pas que Matata Mponyo devrait, au lieu d'adopter une attitude responsable, il se permet de dire qu'on veut salir son bilan qui a été positif. C'est une autosatisfaction que moi, je trouve dédaignante, en fait. Très bien. On passe à un deuxième point. Une autre question. Il s'agit là, toujours de la justice. FCC réclame qu'on fasse une enquête internationale au sujet de la milice à Kikabwa. Et il fait allusion, bien sûr, à la MONUSCO. Et que la justice militaire se saisisse aussi de ces dossiers. Et le président Félix aurait demandé que la rigueur de la loi soit vraiment appliquée. Voilà, je vais commencer par répondre pour le cas du FCC. Je crois que ça dénote, ce communiqué du FCC dénote d'une supercherie. Ça dénote une certaine supercherie, ça dénote une certaine irresponsabilité. Le président Kabila, oui, de l'irresponsabilité. Okay, vas-y. Le président Kabila, ancien président de la République, autorité morale du FCC, a demandé et a redemandé. Il a insisté, il a réinsisté que la MONUSCO devrait plier bagage et partir. Son dernier discours devant à Washington, à New York,
au Conseil de sécurité des Nations Unies, son dernier discours, le discours de Kabila, demandait le départ immédiat de la MONUSCO. C'est quand même incongru, c'est quand même, je vais dire, c'est désordonné que ce même FCC, qui, si on s'en tient à la position de son autorité morale, est pour le départ immédiat de la MONUSCO, c'est quand même irréfléchi que ce même FCC demande à ce que la MONUSCO mène des enquêtes. Quelle a été la position du FCC depuis qu'il s'appelle MPR, depuis qu'il s'appelle AFDEL? Parce qu'il faut quand même rappeler que ça va de là. C'est FCC que nous avons aujourd'hui, ce n'est qu'un enfant de l'AFDEL. Depuis qu'il s'est appelé AFDEL, qu'il s'est appelé AMP, qu'il s'est appelé MP et maintenant qu'il s'appelle FCC, ce regroupement-là a toujours été contre ces enquêtes internationales. Lorsqu'on a demandé des enquêtes sur le force commune de Maluku, pourquoi il n'en parle pas? Lorsqu'on a demandé des enquêtes internationales contre le meurtre de Floribert Chebeya, pourquoi il n'en parle pas? Contre le meurtre de Arma Tungulu, pourquoi le FCC n'en parle pas? C'est là que nous avons besoin d'avoir des enquêtes internationales, parce que là, il y a eu mort d'homme. Parce que là, il y a eu, j'ai envie de dire, un génocide. Mais Kingaba aussi menace la sécurité de l'État. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a un gouvernement qui a pris ses responsabilités. Ce gouvernement, qui a démantelé cette milice? Selon les informations à notre possession, parce que les gens ne le savent pas et les gens doivent le savoir, c'est Jean-Marc Kabound qui est élu de Kingabwa, et ça vous le savez. De Moamba. Donc Kingabwa, puisque c'est son fief. Le mieux élu d'ailleurs de Moamba, monsieur Jean-Marc Kabound. C'est lui qui a dénoncé auprès du président de la République. Il a dit, la garde républicaine qui est affectée à la sécurité de Kabila. Parce que vous devez le savoir, Joseph Kabila, ancien président, a encore quelques éléments de la garde républicaine commis à sa sécurité. Et c'est ces éléments-là commis à sa sécurité qui ont commencé à entraîner de jeunes gens, qu'ils veulent maintenant attribuer à l'UDPS. C'est cette garde républicaine-là, ou cette branche-là, attachée à la sécurité de Kabila, qui entraînait ces gens dans une concession qui appartient à Olive Lembe, selon les informations que nous avons. Ah ben si. C'est trop fort. Ah ben si. Et cette concession-là, qui appartiendrait... Je tiens à ces informations de sources bien enfouies. Donc la milice Kingabwa appartiendrait... Kabouya est clair. Le secrétaire le secrétaire Kabouya de l'UDPS est clair. L'UDPS n'est pas derrière cette milice. Selon eux, selon l'UDPS. Je relaie ici le propos de l'UDPS. Pourquoi? Il faut qu'on arrive à faire des analyses. L'UDPS a mis 38 ans dans l'opposition. 38. Ils n'ont jamais organisé une milice. L'UDPS, dans tout son parcours, ils sont pour le combat pacifique. La lutte pacifique. Et ça, c'est le credo de Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi a eu des occasions de faire comme Mouzé Laurent Désiré Kabila, de mener une rébellion. Étienne Tshisekedi en a eu des occasions. Durant les 38 ans, on lui a proposé de prendre les armes contre Mobutu. Tshisekedi a dit non, lui c'est la lutte pacifique. Et cette lutte pacifique est inclue, elle est enfouie dans, j'ai envie de dire, dans le gène de l'UDPS. Oui. Aujourd'hui, venir vociférer, dire aux Congolais que l'UDPS a créé une milice. C'est une insulte en quelque sorte. C'est une insulte à la mémoire de Étienne Tshisekedi. Oui, qui est le précurseur de la lutte citoyenne dans ce pays. Et ça, il faut que les gens le sachent. Tshisekedi n'a jamais pris les armes de toute sa vie. L'UDPS, durant 38 ans, n'ont pas pris les armes, n'ont pas créé de milice. Il faut quand même que je dise à l'intention du peuple congolais que l'UDPS, s'il vous plaît, je finis. Vas-y. Que l'UDPS a aujourd'hui, j'ai envie de dire, quand je dis l'UDPS, c'est imagé. L'UDPS est le parti au pouvoir. Ils ont les informations sur quand, comment l'armée ou la police recrute. C'est-à-dire que si l'UDPS veut envahir l'armée ou la police, ils n'ont qu'à envoyer leurs militants se faire recruter dans la police et dans l'armée. Ils n'ont pas besoin d'une milice pour ça. L'UDPS gère quand même le ministère de l'Intérieur, qui a la police sous sa tutelle. Et c'est ce ministère de l'Intérieur qui a démantelé cette milice. Et ça, vous le savez. Très bien. C'est Gilbert Kankonde Malamba, VPM, ministre de l'Intérieur, qui est de l'UDPS. C'est lui qui donne l'ordre à la police
d'aller démanteler cette milice. Comment l'UDPS monte une milice? L'UDPS va démanteler la milice. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous venez de dire que c'est dans la parcelle de Olive Lembe. Les informations qui nous sont parvenues font état de cette information-là, justement. Joël Kadinanga, je le cite, a relayé la même information. Cette concession appartiendrait à Madame Olive Lembe Kabila. Et ces gens-là entraînés par... Oui, entraînés par des gardes républicaines, mais cette garde républicaine qui est commise à la sécurité de l'ancien président. Joseph Kabila. Ah voilà. C'est trop fort. Bah c'est pas fort. Donc les informations on doit dire que la milice appartient à Joseph Kabila. Nous sommes tentés de le dire ainsi. Non, je pense que maintenant nous devons adopter la position du FCC. Celle de demander finalement une enquête. Ah voilà, oui. Parce que dans un état de droit, c'est finalement la justice qui doit faire ce travail-là. Oui. Qui doit nous dire à qui appartient cette milice et pourquoi c'est maintenant bien sûr, là je comprends, il faut l'enquête. Il faut une enquête. Il faut une enquête, oui. Il faut donc... On doit commencer d'abord par identifier le propriétaire, le vrai propriétaire de la parcelle. Oui, parce qu'on a cité des noms. Oui. On a quand même avancé les noms d'un certain monsieur qui est de la maison civile du chef de l'État, lequel monsieur serait un pasteur, un ancien catholique, alors qu'il voulait faire cadeau au président de la République. On sait comment ça se passe, les conspirations dans ce pays. Je crois que ce monsieur-là doit être arrêté. Il est déjà aux arrêts. Il doit donner des informations. Le président Tshisekedi a aujourd'hui toute la garde républicaine à sa disposition. Il gère la maison militaire, il nomme, il change, il place les officiers dont il a parfaite confiance. Je crois que même un petit gamin, même un enfant de l'école maternelle, sait voir que Tshisekedi n'a pas besoin d'une milice en ce moment. Surtout pas une milice de l'UDPS, parce que l'UDPS est un parti. Je ne suis pas de l'UDPS, je connais l'UDPS. Ils sont quelquefois violents, brutals, j'ai envie de dire, mais simplement quand il faut répondre à la provocation. Ouais. Mais de là, prendre les armes, de là, créer une milice, c'est faux. C'est irréfléchi. Si l'UDPS devait créer une milice, il l'aurait fait alors qu'ils n'avaient pas le pouvoir, alors qu'ils étaient torturés par la police et l'armée. Aujourd'hui qu'ils ont le pouvoir, j'ai dit l'UDPS parce que le président Tshisekedi était quand même le candidat de l'UDPS, il s'est présenté sur la liste de l'UDPS. Aujourd'hui que l'UDPS a le pouvoir, aujourd'hui que l'UDPS, le président de la République et les commandants suprêmes de forces armées de la police, il gère et l'armée et la police. Il n'a pas besoin d'une milice. Et donc, cette histoire, effectivement, il y a une menace à la sécurité de l'État. Parce que la personne qui est derrière, la personne qui instrumentalise, je crois que c'est une force négative, c'est une intelligence négative. La même intelligence qui a motivé, la même intelligence qui a boosté la base Bilanga à Kasumbalesa. Parce qu'il faut quand même avouer que la base Bilanga Kasumbalesa a été instrumentalisée pour créer un certain chaos, un certain désordre, alors qu'il y a un calcul politicien à la fin. Donc je pense ici, et il faut le dire, le président Tshisekedi n'a pas besoin d'une milice. L'UDPS n'a jamais créé de milice, ils ne vont pas le faire, ils ne le feront pas, en tout cas pas dans ce contexte-là. Et donc il y a à boire et à manger, l'enquête doit être menée, mais je crois que nous avons un service de renseignement, l'ANR, des MIAP, les services de renseignement militaire, qui doivent faire un travail, les enquêtes doivent être menées. Si vous voulez, je crois que Tshisekedi, en tant que président de la République, est très ouvert à la coopération bilatérale et multilatérale. C'est le président Tshisekedi qui a demandé que la MONUSCO reste encore pour un moment. Donc je pense que si quelqu'un veut associer la MONUSCO dans cette histoire, Tshisekedi est le plus à l'aise. Tshisekedi est le plus à l'aise parce que je ne pense pas que la présence de la MONUSCO lui pose problème. Mais ceux qui veulent que la MONUSCO soit mêlée à cette enquête et qui font de communiquer, ils veulent seulement jouer à une politique. C'est un dilatoire politique. Très bien. Vous avez compris également toutes les réponses au sujet de la deuxième thématique. Troisième, là, nous sommes encore toujours en République démocratique du Congo, avec des choses qui bougent matin, midi, soir et consort. Là, c'est l'affaire ONIP. M. Roberoy, ministre d'État de la décentralisation, je me suis toujours posé la question, celle de savoir
M. Robert dirige un ministère vide, puisque la décentralisation en République démocratique du Congo n'est pas encore effective. Chose grave, il est ministre d'État. Ça cache quoi? Je ne sais pas. Ministère, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, hiérarchiquement, c'est supérieur au ministre d'État. Oui. Mais chose grave, ces deux ministères s'entremêlent à tout moment. Et Robert aime trop entrer quand on est dedans. Je comprends rien. J'ai parcouru les attributions du ministère de la décentralisation. ONIP n'est pas en charge du ministère de la décentralisation. Mais quand je regarde l'identification population et consort, je vois, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur. Qui veut réellement Robert? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la carte cachée? Ah, ça là au moins j'aime arriver, hein, la carte cachée. Alors, c'est une question très très intéressante, mais commençons par les débuts du commencement. Lorsque nous sortons des élections législatives en 2019, les résultats sont publiés. 2018, excusez-moi. Le FCC va publier la clé de répartition de ministères. Le FCC va dire le regroupement du FCC, au sein du FCC. Pour avoir un ministère, vous devez avoir minimum autant de députés nationaux. Dans cette clé de répartition-là, le regroupement que dirige Azarias Robert n'avait aucun député. Ou n'atteignait pas le seuil pour avoir un ministère. Le PPRD était en tête par rapport au nombre de députés, et le PPRD devait avoir un certain quota, un certain nombre de ministères. Chose étonnante, les personnes averties ont compris qu'il y avait anguille sous roche lorsqu'on a vu M. Azarias Robert être nommé ministre d'État, ministre de la décentralisation. Ce qui n'était pas une première, il l'était déjà dans les derniers gouvernements que ce ministère a été créé, Kabila. Voilà. C'est toujours Robert qui le dirige. Depuis que le ministère de la décentralisation est créé, c'est Robert qui est toujours à la tête. L'étonnement était plus grave parce que Robert et son regroupement n'avaient pas atteint les seuils, au sein du FCC, n'avaient pas atteint les seuils pour avoir un ministère. Les personnes averties se sont posé la question, qu'est-ce que Robert a fait pour avoir ce ministère-là? Pourquoi seulement ce ministère? Et pourquoi Robert, qui selon la clé de répartition, ne devait pas avoir un ministère? Ça, c'est la première des questions. La deuxième des choses, comment est-ce possible que l'on puisse dissocier le ministère ayant l'intérieur dans ses attributions et la décentralisation? En réalité, la décentralisation fait partie des affaires intérieures d'un État. Bien sûr. Comment est-ce qu'on a fait pour dissocier l'intérieur et la décentralisation? C'est là que Tshisekedi est tombé dans le piège. C'est depuis Kabila. Oui, mais depuis Kabila. Depuis Kabila, parce que Kabila, justement, Kabila avait et l'intérieur et la décentralisation. Mova était ministre de l'Intérieur, Robert était ministre de la décentralisation. Bien sûr, ce ministère a été scindé depuis Kabila. Je crois que c'est la nomination où on a dissocié les deux. En réalité, c'est un seul ministère. Bien sûr. Alors, quand Tshisekedi arrive aux affaires, on ne devrait plus tomber dans le même piège de dissocier l'intérieur, les affaires intérieures et la décentralisation. Qu'à cela ne tienne, Robert reste ministre de la décentralisation, vous l'avez dit, un ministère vide, qui n'a que très peu d'attributions, en réalité. Peu. Parce qu'on a des communes, on a des secteurs qui fonctionnent comme des entités déconcentrées. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, on en arrive finalement à cette histoire de l'ONIP, l'Office national d'identification de la population. Il faut rappeler que cette structure a été déjà créée depuis Kabila. Depuis 2011. 2015, voilà. Et on en a eu de velléité en 2015, quand on a nommé un certain Lumanu Adolphe comme DG là-bas, et il nous a raconté qu'il avait déjà l'argent pour organiser le recensement. Voilà, et la fameuse loi Bochab sur les élections qui conditionnait les élections au recensement. La loi portant création de l'ONIP est claire.
Cette loi dit, si des éminents juristes qui passent sur votre plateau, qui ont relevé que l'ONIP est placé sous la tutelle du ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions. En termes clairs, l'ONIP est sous la tutelle du ministère des Affaires intérieures, donc Gilbert Kankonde en ce moment. Dans les attributions, prenez l'ordonnance présidentielle fixant attribution de membres de gouvernement. Dans cette ordonnance, l'attribution, parmi les premières attributions du ministère de l'Intérieur, c'est l'identification de la population. Donc, à un moment, on se dit, il y a quand même quelque chose de très suspect dans cette guéguerre entre Azarias Roubaix-Roy et les ministères. Je dis Azarias Roubaix-Roy parce que c'est la personne de Roubaix-Roy qui crée ce problème. Quand vous avez les deux lois, la loi qui organise l'ONIP et la loi qui fixe les attributions de chaque ministère, c'est clair et c'est sans équivoque. Tout cela est sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Que ce soit l'ONIP, que ce soit l'identification de la population, c'est le ministère de l'Intérieur. Pourquoi Roubaix-Roy sort ses griffes pour s'accaparer de l'identification de la population? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? La carte cachée là. L'identification de la population. Vous savez que dans ce pays, c'est depuis les années, quelques années après la colonisation, que nous avons organisé le premier recensement. Ouais. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas eu un autre. Il est ici question de savoir qui sont Congolais de souche, qui sont venus quand et qui sont d'où. Vous êtes Congolais, c'est vrai, mais vous êtes Congolais depuis quand? Vous venez d'où? Et vous venez d'où? Ouais. Vous connaissez la situation de Banyamulenge. Ouais. Le Banyamulenge sont de Congolais par acquisition et par acquisition collective. Confère l'ordonnance du président Mobutu dans les années 74, si je ne me trompe, qui conférait la nationalité congolaise au groupe Banyamulenge venu de massif du Rwanda. Parmi lequel Banyamulenge, Roubaix-Roy fait partie. Dans le massif de Minembwe, par contre, il y a une guerre. Il y a une guerre même, une guerre ouverte, où le Banyamulenge venu du Rwanda veulent avoir comme terre d'origine le territoire de Minembwe. Et c'est là toute la guerre. C'est là toute la guerre. Qu'on identifie chaque Congolais comme Congolais, mais ayant ses origines. Que l'on identifie Chaloupa, d'heureuse mémoire, que son âme repose en paix, je cite son nom juste pour illustration, que l'on dise qu'il est Congolais, mais qu'on dise qu'il est d'origine grecque. Qu'on dise que tel est Congolais, mais qu'il est d'origine rwandaise. Qu'on dise que tel est Congolais, mais qu'il est d'origine angolaise. C'est à ce niveau-là que le bas blesse. Mais pourquoi? Parce que l'histoire, le monde sait qu'au Congo, il n'y a pas de terre Banyamulenge. Les montagnes de Mulenge sont au Rwanda. Enfin, au Congo, lorsqu'ils se sont installés aux montagnes de Mulenge, au Congo. Ces peuples-là est d'origine rwandaise. Mais tellement ils ont été muselés par le Rwanda, nous les avons accueillis. Opération turquoise. Nous leur avons donné terre d'asile. Nous leur avons donné, quand je parle de nous, je parle du Congo. Bien sûr, vous parlez du Congo. Nous leur avons donné la nationalité. Et nous les avons adoptés. Ouais. Depuis lors, nous vivons avec eux en parfaite fraternité. Nous sommes frères et sœurs. Nous nous marions. Nous votons. Nous constituons l'État congolais. Mais est-ce pour autant qu'il faut renier l'histoire? Est-ce pour autant qu'il faut torpiller l'histoire? Mais pour quel intérêt? Le fait que un peuple a des origines, a une terre d'origine au Congo, ce peuple peut revendiquer en toute autonomie, de droit, ce peuple peut revendiquer l'autonomisation d'une certaine partie du pays. Je vous donne un exemple.
Les Catalans en Espagne. La Catalogne, avec la capitale Barcelone, font partie de l'Espagne. Mais le peuple catalan d'origine catalane peuvent demander l'autonomisation de la Catalogne. Le Katangais d'origine katangaise peuvent demander l'autonomisation du Katanga. Le Kassaïen d'origine kassaïenne peuvent demander l'autonomisation du Kasaï. Et les Banyamulenge d'origine rwandaise peuvent réclamer l'autonomisation d'une partie de la République démocratique du Congo. Point d'interrogation. Ça n'a aucun sens. C'est là les débats. Donc, mais cependant, parce qu'il faut qu'on se pose cette question. Dans le massif de Minembwe, là encore, il y a des Congolais. Minembwe n'est pas inhabité. Il y a des Congolais d'origine congolaise qui vivent là-bas depuis toujours. Maintenant, lorsque le Banyamulenge veulent pas se faire accepter, ils ne veulent pas adopter cette terre, ils ne veulent pas qu'on les adopte dans la terre, mais lorsqu'ils veulent exproprier la terre, lorsqu'ils veulent que cette terre devienne la leur, que font-ils de ce Congolais d'origine de là? Les exterminer. Et voilà. C'est l'unique réponse, c'est l'unique opération. Nous avons suivi les débats sur cette question. Les gens sont, le Congolais averti, sont déterminés à faire échec à cette manœuvre-là. Sont déterminés parce que le plan de la balkanisation vient de loin. Et depuis les années 60, Lumumba nous avait averti. Chaque Congolais de souche est lumumbiste dans le fond. La République démocratique du Congo restera une et indivisible dans ses frontières depuis 1960. Et aucune manœuvre ne passera. Nous sommes arrivés à la fin. Merci. Je crois qu'on a évoqué nos 3 questions d'actualité et ça nous fait énormément du bien. Ben Brayan, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, merci chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout. Merci de rester toujours scotchés, de rester toujours branchés à notre chaîne. Continuez toujours à vous abonner, continuez à nous encourager dans ce travail. C'est pas facile. Nous sommes là chaque jour pour vous informer, analyser et sans trop faire de bruit inutile. Nous sommes là pour faire ce qui est important. EDEM TV officiel, un média du changement. Nous voulons que la République démocratique du Congo gagne à tous les niveaux. Que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt.